Aujourd'hui, c'est comme une conversation que nous aurons avec mon invitée. Elle est tombée il y a quelques mois et même si elle va mieux, le mot empêcher, empêchement, a pris beaucoup de place. Pierrette Epstein, bonjour. Bonjour Jeanne-Orient. D'abord, je dois vous remercier de vous être déplacée jusqu'à chez moi. Et c'est la deuxième fois qu'on se rencontre dans mon appartement. Et je dois dire que je suis plus heureuse de vous retrouver ici qu'à la clinique où c'était prévu initialement. En tout cas, je vous trouve rayonnante. Et moi aussi, je suis très heureuse de vous retrouver comme je vous vois et comme tout le monde va vous voir, en forme. Pierrette, empêchement au mot fléché. Donc, empêchement au mot fléché en 7 lettres. J'ai essayé, c'est entrave. Pour vous, avant de rentrer dans le vif du sujet, votre chute, quel écho a ce mot empêcher? Alors, ça fait beaucoup d'écho, vous vous en doutez. Et figurez-vous que ce n'est pas la première chute, c'est la 4e chute. Et la dernière chute a été fatale puisque je me suis retrouvée à l'hôpital. Et quelques jours avant que je devais faire avec vous une émission sur le fil de mémoire. Donc, je ne peux pas attribuer ça complètement au hasard. Je ne veux pas faire de la psychanalyse de bas étage, mais quand même, c'est un peu intriguant, si vous voulez. Donc, ça m'est arrivé très tôt le matin, un dimanche. Oui. Et la première chose que j'avais à faire, c'était d'arriver à atteindre le téléphone. J'ai téléphoné au médecin de nuit. Et justement, cet instant, pour essayer d'atteindre le téléphone. Alors, il a fallu que je rampe sur le tapis parce oui. que je ne pouvais plus me lever. Donc, je me doutais bien que c'était quelque chose de grave. Donc, le flottement s'installe ici. Il y a un flottement de panique un peu et en même temps de gestes. Ça a été la panique avec cette idée, il faut absolument que je joigne quelqu'un. Oui. C'était ça. Donc, pour joindre quelqu'un, j'ai rampé jusqu'au téléphone, j'ai réussi à l'avoir, j'ai appelé les médecins de nuit qui m'ont dit « Madame, nous ne pouvons rien pour vous, appelez les pompiers. » Oui. Et j'ai eu le réflexe d'appeler ma femme de ménage, que je connais depuis plus de 20 ans, et qui, par miracle, parce que le week-end, quelquefois, elle est en banlieue chez ses enfants, était à Paris. Et là, elle est venue tout de suite à 8h du matin, un dimanche, pour ouvrir la porte aux pompiers. Les pompiers sont arrivés et direction Bichat. Jamais j'avais envisagé que j'avais une fracture et qu'il fallait m'opérer. Donc, et ce flottement qui s'installe dans la tête de la personne qui est tombée, les urgences, quand vous arrivez aux urgences, qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, je n'ai pas du tout réalisé que j'arrivais aux urgences parce que j'étais sonnée. Oui. Il faut dire qu'on est sonné avant d'être... on est même sidéré quelque part avant d'être conscient de ce qui vous arrive vraiment. Bon, peu après, j'ai pris conscience et à ce moment-là, ma famille s'est mis en branle pour que je sois opérée par un bon chirurgien. Oui. Parce que c'était ça leur inquiétude. J'ai attendu 3 jours pour être opérée et j'ai été opérée par l'adjoint du chirurgien-chef. Oui. Bon, tout ça, j'en étais pas consciente, je vous le dis franchement. Oui. Je n'ai pas vu de chirurgien, je l'ai vu une fois, 5 minutes. Il m'a dit, c'est moi qui vous opère et je ne l'ai plus jamais revu. Et l'anonymat, parce qu'il y a un certain anonymat qui s'installe au fur et à mesure, comme une perte d'identité, non pas du nom, non pas de l'adresse, mais quelque chose qui n'est pas notre vie, quoi. Mais l'anonymat, il est dès que je suis montée dans l'ambulance, j'étais plus Pierrette. Oui. J'étais une fracture. Mais je ne savais même pas que c'était une fracture. Donc j'étais embarquée aux urgences. Voilà, je dirais j'étais embarquée. C'est le mot embarqué qui me vient. Donc vous avez attendu 3 jours pour être opéré et pendant ce temps, vous avez votre téléphone portable, je crois, n'était pas avec vous, il n'y avait pas de câble, vous n'aviez pas d'habit de rechange, enfin, il y a toute cette période où on perd aussi nos objets, qui sont nos objets, je dirais, nos objets fétiches, je dirais. Oui. Et je suis arrivée à l'hôpital et immédiatement, on m'a mis avec la tenue de l'hôpital, c'est-à-dire cette espèce de robe informe, chemise de nuit, robe, appelez-la comme vous voulez, tablier. Et à partir de là, j'étais plus là, en fait. Si je vous dis la vérité, je n'étais plus là. C'est une perte de soi? Une perte complète de... Oui, j'étais un fémur, mais je ne savais même pas encore à l'époque ce que c'était. Oui. C'est quand on m'a opéré que le chirurgien m'a dit, avant de m'endormir, « Madame, on va vous opérer du fémur ». Je ne savais même pas.
Je ne savais pas ce que c'était que des clous, je ne savais pas ce que c'était des vis. Je n'avais jamais eu d'objet étranger dans mon corps, malgré les premières chutes que j'avais eues. C'est-à-dire que mes chutes ont été crescendo, si vous voulez. Oui. Et celle-ci a été la chute fatale. Non, on va en rire. Oui. Vous m'aviez dit, parce que je vous avais eu au téléphone, que vous aviez appris, parce que bien sûr le personnel est totalement crevé, et ça ce n'est pas du tout la faute du personnel, vous aviez appris à obéir et à être gentil. Comment on apprend à obéir, à être gentil? Ça a été le plus dur, parce qu'il a fallu au bout de... Bon, alors il y a eu 2 étapes. Il y a eu l'étape de Bichat, qui était l'étape de l'hôpital, oui. Et puis j'ai été transportée ensuite dans une maison de rééducation. Oui, mais déjà, cette première étape. Donc la première étape, c'était l'hôpital. J'étais insupportable. Je dois dire que j'étais une malade insupportable, parce que rien ne me plaisait. Bon, et on a fini par me donner des cachets de morphine pour que je puisse dormir la nuit. Et au bout de 3 jours, quand j'ai réalisé que c'était des cachets de morphine, j'ai dit, mais vous arrêtez tout de suite, je ne veux pas de cachets de morphine. Et l'infirmier était complètement estomaqué. Et c'est comme ça, j'ai retrouvé très vite la Pierrette enquiquineuse, qui veut, comment dire, pas qu'on lui obéisse, c'est pas ça du tout, mais qui veut exister et être Pierrette, voilà. Et pas un genou ou un fémur. Oui, oui. Et après, vous avez quand même un tout petit peu, vous m'aviez dit, je devenais plus gentil, dans le sens où vous appreniez à vous taire. J'ai appris à me taire très difficilement, je dois le dire, parce que dès que j'ai su que j'allais être opérée, d'abord j'ai attendu 3 jours, c'est ce qui est quand même très long. Il y a de la douleur. Et la douleur, bien sûr, la douleur physique. Donc, j'étais pas en capacité de résistance, mais dès que j'ai été opérée, dès que j'ai repris un petit peu mon self-control. C'est la patronne qui est revenue. La patronne de Pierrette. Je suis devenue une Pierrette de nouveau, voilà. Un peu plus dynamique, disons, dans la revendication de mes exigences par rapport à la maladie. C'est-à-dire, je ne voulais plus être un fémur, je voulais être une personne. Alors, le temps. Comment passe le temps quand on est dans un espace complètement, je dirais, différent du temps habituel? C'est-à-dire, on est dans des espaces clos. Oui. Parce que je ne pouvais pas sortir de ma chambre à l'époque. Oui. Donc, tout se faisait dans le carré minuscule de ma chambre. Même la rééducation, puisqu'on a commencé tout de suite à essayer de me mettre debout, puis à me faire marcher avec un fauteuil roulant d'abord, ensuite marcher. Donc tout ça, ça a été quelque chose que je n'imaginais même pas. Je n'avais jamais imaginé que je puisse me retrouver dans un fauteuil roulant. Et à ce moment-là, il y a une mécanique qui s'enclenche, qui est d'attendre l'infirmière, qui est d'attendre le kiné. Le temps passe en réalité en attente? Le temps ne passe pas. Il ne passe pas. Et c'est je crois, c'est ce qui me mettait le plus insupportable. Vous savez, à l'hôpital, il y a un bouton pression qu'on appuie pour appeler le personnel. Oui. Et je crois que c'est ce que j'ai le plus utilisé pendant mon séjour. Ce qui fait que j'ai eu le Covid là-bas en plus pour couronner le tout. Bouton, oui. Et donc j'étais à l'isolement et le personnel, on était masqués et le personnel avait ras-le-bol de m'entendre appeler et sonner. Donc il a fallu que je me calme quand même parce que je respecte le personnel. Bien sûr, bien sûr. Et donc j'ai appris, si vous voulez, petit à petit, à moins sonner, à accepter que le temps ne passe pas. Parce que le temps ne passe pas à l'hôpital, surtout quand on est enfermé dans une chambre et qu'on ne peut même pas avoir de visite puisque j'avais le Covid. Oui. Mais donc je n'avais une visite qu'avec le personnel hospitalier. C'est le seul contact avec le monde en réalité. Complètement coupé du monde. La cohabitation parfois dans la chambre avec quelqu'un d'autre, parce que ça vous est arrivé aussi d'être avec quelqu'un. Alors les premiers jours j'étais avec quelqu'un d'autre, je voulais dire qu'on n'a pas beaucoup cohabité parce qu'elle n'était pas très bavarde non plus. Ça n'a pas été le plus terrible. Oui. Parce que c'était pas ça qui m'apportait. Ce qui m'apportait, c'était... partir, guérir. Partir. Et j'ai tellement enquiquiné le personnel que dès que le Covid a été fini, ils m'ont expédié en maison de rééducation. bien content de se débarrasser de moi. Et là, ça a été d'autres expériences. C'était très intéressant. Parce que vraiment, j'ai appris ce qu'était une structure privée de rééducation, je ne citerai pas le nom,
mais qui a des problèmes maintenant. Et donc, c'était pas n'importe où j'étais. Oui. Et j'y suis allée parce que c'était la maison de rééducation la plus près de mon domicile. Donc, ma femme de ménage pouvait venir m'apporter du linge et me le rapporter. Puisque moi, mes enfants sont à l'étranger. Donc, c'était compliqué. Pour revenir un instant à l'hôpital, vous avez senti la pression du personnel hospitalier. Ils sont vraiment à bout, fatigués. Je dois dire que je l'ai chapeau bas. Oui, chapeau bas. Chapeau bas, mais aussi bien là que dans la maison de rééducation. Parce que vraiment, je trouve que c'est à la limite du supportable ce qu'ils vivent. Oui. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai arrêté de sonner et j'ai arrêté de solliciter parce que je me suis dit, attends, t'es dans une mauvaise posture, mais eux sont pas mieux lotis. Donc, prudence. Alors, prudence de langage, prudence d'attitude, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellée à cette période-là, c'est que vous aviez perdu votre profil Facebook, donc le réseau, et vous étiez coupé de tout le monde. Et c'était un affolement en plus. Vous n'aviez pas de contact du tout avec votre environnement, alors, au moins par le net. Deuxième cerise sur le gâteau, je me suis fait voler mon téléphone portable. Oh là là, oui. Donc, plus de contact du tout avec l'extérieur, sauf avec le personnel hospitalier. Et je dois dire que chapeau bas au kiné, aussi bien à Bichat que dans la maison de rééducation. Parce que c'est vraiment eux qui vous remettent debout. Oui. Donc c'est très important. Les infirmières et le kiné. Les infirmières qui donnent les médicaments, qui regardent la plaie, et les thérapeutes qui vous remettent debout. Et je vous assure que c'est un sacré travail de mettre quelqu'un qui a été opéré, qui a 2 clous et 6 vis, de le remettre à la marche. Il fallait que je réapprenne à marcher. Ça, c'est intéressant. Je suis redevenu un petit enfant qui réapprenait la marche. C'est fou, ça. Oui. Et cette perte d'identité, cette vie dans une sorte de clos, de clôture, obligatoire, bien sûr, a réveillé en vous des souvenirs? Alors, je vais vous dire, très vite, j'ai voulu aller à la salle de kiné. Oui. C'est-à-dire, je n'ai pas voulu rester dans ma chambre, parce que les premiers jours, on me soignait dans ma chambre. Oui. Et je voulais rencontrer des gens. Oui. Mon obsession, c'était de parler à des gens. Oui. Mais à des gens, pas à des genoux, à des fémurs. Oui. Parler à des gens. Donc, très vite, j'ai demandé à... Alors là, j'ai été accompagnée en fauteuil roulant. Oui. Jusqu'au sous-sol, et j'avais une autre obsession. Je vais vous le dire, ça va vous paraître complètement ridicule, mais c'est très important. Pour me retrouver, il fallait qu'on me lave les cheveux. Oui, je comprends. Et coup de chance, à la maison de rééducation, il y avait une coiffeuse adorable. Plusieurs coiffeuses, parce qu'elle se relayait dans plusieurs endroits. Et elle venait 1 fois par semaine. Donc je peux vous dire que toutes les semaines, je me suis fait coiffer parce que je ne pouvais plus supporter. Parce qu'à Bichat, il n'y avait pas de coiffeur. Et je suis quand même restée 15 jours à Bichat. Donc en plus du fémur, vous ne pouviez plus vous laver les cheveux, c'est terrible. Je ne pouvais plus me laver les cheveux. Et là, vous avez retrouvé, vous avez recommencé à marcher et à vous regarder dans un miroir normalement. Marcher, voilà. Non. Je marchais très difficilement, je marchais avec d'abord un déambulateur, puis ensuite petit à petit double canne, etc. Enfin, il y a un tas d'étapes, c'est très très long. Je suis resté 1 mois et demi à la maison de rééducation. Mais c'est intéressant ce rôle du kiné qui réapprend à marcher. Oh, puis attendez, il y a eu des histoires avec le kiné assez extraordinaires, parce que le premier jour où il m'a vu arriver, non seulement il a vu quelqu'un qui ne marchait pas, mais il a cru que j'étais sourde. Parce que mes appareils, je n'avais pas de quoi les nettoyer, donc il a cru qu'il dit non, pas une sourde, pas pour moi. Et voilà comment notre contact a commencé, et on s'est très bien entendu, parce que c'est un homme absolument délicieux, charmant, et vraiment il s'est battu pour que je remarche. C'est incroyable. Mais on en rit maintenant, mais ça devait être terrible quand même. Voilà. Le retour chez soi.
Parce que bon, on passe un peu les étapes pour parler plus profondément après de certaines choses. Le retour chez soi, vous êtes revenu chez vous. Comment se passe ce retour? Là aussi, c'était amusant parce que je crois qu'à la maison de rééducation aussi, ils commençaient à trouver que Pierrette avait beaucoup d'exigences. Oui. Et donc, la doctoresse qui me suivait, qui trouvait que la plaie était correcte, on m'a enlevé les agrafes, ça c'était un peu pénible parce qu'on avait été accroché. Et je pense qu'ils en avaient un petit peu assez de moi. Et donc, elle a dit que le 31 mai, je pourrais partir. Donc, je suis rentré le 3 avril aux urgences de Bichat. J'en suis parti 15 jours après avec un ouf de soulagement du médecin. Et ensuite, je suis parti à la maison de rééducation 1 mois et demi. Et au bout d'1 mois et demi, je crois que la doctoresse trouvait que ça suffisait comme ça et qu'il était temps que je parte. Donc je me suis retrouvée à la maison et il a fallu que je m'organise. Oui, là c'était un peu une nouvelle solitude. Ben, ça a été très compliqué parce que la femme de ménage était libre quand elle était libre. Oui. Donc elle a essayé de dégager le plus de temps possible pour venir m'aider, mais je faisais beaucoup de choses toute seule. Et des choses que je n'aurais pas dû faire. Donc il a fallu que je réapprenne à me réapproprier ma maison. Et c'est quelque chose, ça. Terrible. Et je vais vous dire, je n'avais pas d'ordinateur. Enfin, ma Oui. fille avait tout fait pour que j'ai un ordinateur, mais j'arrivais pas à le brancher, c'est très compliqué, etc. Et finalement, j'ai pas eu d'ordinateur pendant 1 mois et demi. C'est terrible pour vous qui êtes quand même... J'avais retrouvé un téléphone, parce que Oui. j'ai une amie qui m'a racheté un téléphone, puisque je m'étais fait voler le premier à Bichat. Et cette amie qui a beaucoup fait pour moi, qui s'est battue alors qu'elle travaille et tout, pour me trouver un téléphone, j'ai donc pu recommuniquer avec l'extérieur un petit peu. Et comment on se réapproprie sa propre maison, pas à pas? Parce que là aussi, c'est une petite marche. Il fallait réapprendre à marcher dans la maison. Alors, il fallait que j'apprenne à marcher. J'ai multiplié les séances de kiné. Et c'était la seule solution que j'ai trouvée avec l'aide de la femme de ménage. Donc, j'avais le kiné qui venait à domicile. J'avais trouvé un kiné qui venait à domicile. Et je me déplaçais en taxi au début pour aller voir la kiné que j'avais depuis 20 ans qui me faisait le travail de périnée parce que j'avais aussi des problèmes de périnée très importants. Et bon, petit à petit, j'ai réapproprié ma canne que j'ai voulu fleurir pour que On va la regarder tout pour que à ce l'heure. soit Elle est pas la très jolie. maladie Elle est qui assortie à l'emporte vos habits, à vos chaussures. C'est sur le incroyable. reste. Oui. Et j'ai beaucoup réfléchi à la tenue et je me suis dit, la vie en rose. C'est bien. Pierrette, il y a quand même une dépendance qui s'est installée depuis le jour où vous êtes tombée jusqu'à ce temps où vous avez recommencé quand même à être plus ou moins autonome. Le mot dépendance est un mot cruel. Surtout pour moi, Oui, qui ai appris à vivre toute seule à coup de séances de psychanalyse. Oui. Quand même, 40 ans de psychanalyse. Oui. Et je me suis dit que vraiment, quand il vous arrivait un coup dur comme ça, physique, tout remontait. oui, Tout est remonté, ce que je pensais avoir dépassé, ce que je pensais être derrière moi, le trauma de la Shoah, le trauma de mon cher papa, les problèmes de ma famille, et du transgénérationnel, tout est revenu en Oui. boomerang, si vous voulez. Oui. Et ça a été un peu compliqué. Mais comme je suis quelqu'un quand même de battant, oui, j'ai essayé de m'entourer au maximum de gens qui n'étaient pas de ma famille, puisque ma famille était Loin. quand même loin, et ma sœur est plus âgée que moi. Elle est venue à la clinique quelques fois, à la maison de rééducation plutôt, mais à l'hôpital, personne ne pouvait Vous venir pouvez me voir, venir, parce que j'avais le Covid. Oui. Mais à la maison de rééducation, et bon, elle a fait ce qu'elle a pu, elle venait 1 fois par semaine, et c'était déjà énorme pour elle. Est-ce que vous avez eu peur de ne pas revenir chez vous? J'ai pas eu peur de ne pas revenir chez moi, j'ai eu peur de retomber. Oui, alors justement, C'était ça, cette la peur, hantise. cette peur de retomber, elle existe encore? Mais bien entendu. Et comment vous gérez cette peur? Parce que ça, c'est une peur fantôme, quelque part. Fantôme, je ne sais pas, parce que j'ai des problèmes d'équilibre vestibulaire. oui. Et ma terreur, bien sûr, c'est de retomber, parce que je suis tombée de mon lit, je ne suis pas tombée de n'importe où. J'ai glissé de mon lit en me levant pour aller aux toilettes. Donc, et les 3-4 fois, ça s'est passé de la même manière, et la 4e fois, ça a été catastrophique. Donc,
ma terreur, même aujourd'hui où je vous vois, 2 jours avant, je me suis dit, mon Dieu, je ne vais pas recommencer l'histoire du film de mémoire, il ne faut pas que je tombe. Et je me suis tenue doublement à carreau, je dirais, pour ne pas rechuter. Et vous m'avez passé votre angoisse, parce que moi aussi, je sentais que vous aviez cette peur. Et en venant, je me disais, pourvu qu'elle ne tombe pas avant. C'est vrai. Voilà, donc je suis debout. Debout en claudiquant, debout comme un canard. J'ai même inventé une chanson qui s'appelle Le polichinelle tout cassé. Ah bon? C'est quoi? Et je danse sur le polichinelle tout cassé avec mon kiné. Oui. Vous pouvez la chanter un peu ou bien elle est à dire? Non, elle n'est pas à chanter, c'est je suis un Pinocchio tout cassé, tout cassé. Donc c'est bien, vous chantez ça et vous apprenez à marcher et à garder l'équilibre. Mais non seulement j'apprends à marcher, mais j'apprends à marcher toute seule. C'est-à-dire que dans la maison, je n'ai pas de canne. Oui. Je mets la canne pour sortir. Je ne veux plus mettre ma canne dans la maison. Incroyable. Alors, quand on tombe, comme ça, on va à l'hôpital, on disparaît, entre guillemets, je dirais, de la vie habituelle avec les amis, etc., et même avec le travail. Qu'est-ce qu'on perd? On perd une identité, on perd des amis, on perd un peu de son travail. Comment vous avez senti des petites choses qui ont commencé à vous... Bon, d'abord, il y a la perte d'autonomie, donc la dépendance. Deuxièmement, il y a la perte de beaucoup d'amis, parce que les gens n'aiment pas les gens malades. Oui. Donc vous avez beau faire tout ce que vous voulez, c'est pas simple. Et je peux plus recevoir comme avant, je peux plus, bon avant on faisait des petits dîners et tout à la maison, maintenant je ne peux plus. Donc je suis... Mais j'ai appris beaucoup de choses. D'abord j'ai appris beaucoup de choses à la clinique, je vous l'ai dit, par tout le personnel. J'ai appris à aller parler avec des malades et ne pas avoir peur. Oui. Parce que figurez-vous que j'étais aussi dans un service de grands cancéreux. Parce qu'il n'y avait pas de place au 2e étage au service de rééducation fonctionnelle. Donc c'était des personnes qui étaient vraiment dans des situations j'ai appris à aller dans le jardin avec le déambulateur et j'ai appris à parler aux gens, à sourire aux gens, à ne pas avoir peur des gens. Et ça, c'est très important. J'ai donc surmonté mes propres peurs pour aller vers les autres, pour sourire, pour dire bonjour, pour parler. Parce que ma vie, c'est parler. Oui. C'est échanger. Oui. Et écrire. Alors écrire, ça c'est beaucoup plus difficile. Alors depuis que je suis rentrée, j'ai beaucoup lu. Oui. Alors je vais vous dire quelque chose parce que c'est une phrase de Georges Steiner que je voudrais vous dire. C'est que qu'est-ce que c'est qu'être juif pour lui? Georges Steiner, je l'ai beaucoup lu. Et il dit que un juif c'est quelqu'un qui lit avec un crayon à la main pour pouvoir écrire dans les marges. Et vous vous sentez dans la marge? Je vis dans la marge, je serai toujours quelqu'un de la marge. Je ne serai jamais quelqu'un d'autoroute. Je suis quelqu'un des chemins de traverse et des bosquets à épines. Vous m'avez parlé tout de suite comme ça, et l'autre fois vous me l'avez dit aussi de cette judaïté qui est venue chez vous alors que vous êtes athée normalement. Mais je suis non-croyante et je n'ai rien de la culture et pourtant, juive. Vous avez retrouvé, avec cet empêchement, ces entraves, quelque chose qui était dans votre tête, dans votre passé, dans le passé de vos parents. Mais je l'ai retrouvé dès que je me suis mise à l'écriture. Oui. Mais je l'ai conscientisé petit à petit, ce qui est tout à fait différent. Oui. C'est-à-dire j'ai pris conscience que je la portais comme un héritage inconscient. Oui. Mais il est en moi. C'est-à-dire je suis quelqu'un du livre. Oui. Même si je ne publie pas beaucoup, je suis quelqu'un du livre. C'est-à-dire que c'est plus le Talmud, c'est la tradition orale. Et c'est pour ça que j'ai tant de bonheur à faire des chroniques. Donc les chroniques vont reprendre? Les chroniques ont repris. C'est super. La première que j'ai faite depuis mon retour, puisque je n'ai pas pu écrire à la clinique, va paraître cette semaine, dans la cause littéraire. Et je vais vous dire un secret, elle va sourire, mais elle s'appelle Pétillot, donc elle peut sourire. Joël, oui, oui. C'est le livre de nouvelles de Joël. Ah, c'est magnifique, c'est un très beau livre. Parce que je dois dire que c'est un livre de vie. Oui. Et le deuxième, ça sera un livre de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui va paraître, je pense, très très vite dans la cause littéraire, et que je voulais faire depuis le mois de février. Et là, j'ai été entravée. Alors l'entrave, à un moment donné, vous êtes bien obligé de vous y plier. Même si vous êtes rebelle, il y a un moment donné où le corps dit stop, arrête, et
et le corps s'arrête. Et vous ne pouvez pas aller au-delà d'une certaine limite. Donc je l'ai écrite ici, alors que j'avais pris mes notes en février, et parce que je relis le livre 2 fois. Une fois pour me faire plaisir, pour découvrir, et une deuxième fois pour travailler dessus. Et donc mes notes étaient prises depuis février, et elle va paraître dans les semaines qui viennent. C'est Isabelle Flatten. Oui, je vois. C'est Voilà. un très beau livre aussi. Pierrette, le pire instant, le pire moment de tout ça, parce que vous nous le racontez en riant un peu, en souriant, mais bon, c'est très bien, vous êtes tout à fait en forme. Le pire moment, c'est quand? D'abord, je ne suis pas tout à fait en forme. Oui. Je me suis fait belle pour vous Ah, ben écoutez, merci beaucoup. et pour les gens qui vont me regarder. Oui. Parce que j'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là. Donc, je n'avais pas envie de me montrer sous mon plus mauvais jour. Mais ceux qui payent, parce qu'il y a des gens qui payent ma mauvaise humeur, mes sautes d'humeur, parce que j'ai des sautes d'humeur, ce sont les gens qui sont les plus proches de moi en ce moment, c'est-à-dire mon kiné et ma femme de ménage. C'était la garde rapprochée qui vous aide à marcher et à rester debout. Voilà, la garde rapprochée, exactement. Non seulement qui m'aide à marcher, mais qui m'aide aussi à vivre, parce Oui. que ils me permettent de me réemparer de ma maison. Oui. Et je vais vous dire une chose, j'ai eu des belles surprises. J'ai eu des belles surprises à la clinique, parce que j'ai eu des belles rencontres. Oui. C'est pas des rencontres pérennes, hein, c'est exactement comme Cerisy dont je vous ai déjà parlé. Oui. C'est des rencontres dans la marge et éphémères. Mais je le sais maintenant. Ça, je l'ai accepté. Et j'ai fait des belles rencontres dans la rue. Parce que la Pierrette qui ne demandait jamais, demande. Oui. Et maintenant, ça ne me choque plus de demander. Donc quand je vois quelqu'un qui va dans ma direction, je demande si on peut m'aider. Et j'ai fait des rencontres délicieuses. Notamment, il y a 2 jours, une Américaine qui vient de terminer ses études de manager international et qui m'a dit « mais j'habite juste en face de chez vous ». Et j'ai dit « but I'm a French teacher ». Et elle m'a dit « oh, really ?» Et je lui ai dit « yes, and I can give you lessons ». Et elle me dit « really ?» Et je lui ai dit « oui ». Et je dis, écoutez, si vous acceptez de m'accompagner de temps en temps faire des courses, je vous fais volontiers des leçons de conversation. C'est magnifique comme troc. Voilà, mais j'en ai eu d'autres, des belles rencontres. Hein. Je dois dire que je vous parlais de Joël Pétillon, mais je pourrais vous parler d'Ilian Ilan, qui est quand même venu 2-3 fois m'aider, Oui. alors qu'il est débordé lui-même de travail. Oui, oui, il est formidable. Et il est venu faire des courses avec moi. Donc, c'est des choses que je ne peux pas oublier. Quel est le pire moment? Vous ne m'avez pas répondu. Parce que j'ai peut-être pas envie d'en parler, madame. On va laisser tomber. Rendre les armes, c'est difficile. Non, le pire moment, ça a été quand j'ai su que je ne pourrais pas me relever. Et Oui. qu'il a fallu que j'appelle les pompiers. Ça, c'était le pire moment. Et rendre les armes, on les rend. Vous m'avez expliqué, crescendo, comment ça s'est passé par rapport au personnel, etc., hospitalier. Mais rendre les armes, on rend les armes quand même. C'est terrible. Ben, je rends les armes à ma mesure, Oui. avec mon caractère. Oui. C'est-à-dire, je rends les armes avec de temps en temps des petites flèches, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Mais j'essaye d'être... je pense que j'ai été respectueuse du personnel. J'ai beaucoup râlé parce que il n'était pas comme je le souhaitais, mais j'ai été respectueuse Oui, du oui, personnel. je sais, après, et vous je me avez- suis excusée quand j'ai dépassé les limites. Qu'est-ce qui s'est passé en Pierrette depuis la dernière escale que nous avions faite ensemble et l'interview d'aujourd'hui? D'abord, j'ai pris 2 ans. Non, ça ne se voit pas. Ensuite, j'ai pris conscience que j'étais quelqu'un de mortel et de fragile, ce que j'ai beaucoup de mal à accepter. Et je m'y habitue. Quand je vous dis je demande, je n'ai plus aucun scrupule à demander. Quelquefois, on me refuse parce que les gens sont pressés, mais j'ai été très étonnée de la solidarité des gens dans le face-à-face. Oui. Et quel est le rêve de Pierrette aujourd'hui? Parce qu'on continue à rêver, à penser, à avoir des choses. L'avenir est encore Je entier. dirais, d'abord, je suis quand même pas quelqu'un de tout jeune, donc je pense à la mort tout le temps. Je sais qu'elle est là au coin de la rue et qu'elle peut m'arriver n'importe comment et n'importe quand. Mais je veux continuer à écrire. Tant que j'aurai la force, tant que je pourrai, que ce soit des chroniques
si je ne peux pas faire autrement, mais je voudrais reprendre mes manuscrits. Il y a un manuscrit qui est en attente, qui est quand même mon récit professionnel. Je voudrais bien laisser trace de ces années. Il y a un récit sur mon expérience de cerisier, qui est quand même une expérience tout à fait marginale. Et j'aimerais bien que ces deux livres existent. Donc, vous vous sentez comme étant en urgence. Aujourd'hui, il y a une urgence de faire les choses. Et en urgence, mais avec mon corps. Oui, c'est ça. C'est-à-dire le corps d'une femme de 81 ans qui vient de recevoir un choc sur la tête avec cet accident imprévisible. Était-il imprévisible? C'est une autre question, je n'y répondrai pas. Vous réfléchissez dessus quand même, je crois. Beaucoup. Je m'interroge beaucoup parce que les 4 fractures que j'ai eues ne sont pas arrivées à n'importe quel moment. C'est incroyable. Et vous avez quand même été à Cerisy cet été. Alors, ça a été très compliqué, Cerisy, parce qu'ils m'ont accueilli puisque j'y vais depuis plus de 20 ans. Et j'ai assisté à 37 colloques, mais j'ai passé à Cerisy dans ma chambre pratiquement. C'était triste. J'étais très fatiguée, il fallait que je me repose. Je n'avais pas mesuré à quel point mon corps avait besoin de repos. Alors je me suis reposée, j'étais dans la verdure, c'était très agréable, mais je ne pouvais pas rester assise longtemps, donc j'ai assisté à 3 communications, et ça a été vraiment un gros effort pour des gens auxquels je ne voulais pas manquer. Donc il arrive un moment où on est obligé de composer entre notre propre urgence, nos envies et le corps. Mais bien entendu, avec la réalité. Tout le temps, oui. Le principe de réalité existe. On Alors, ne peut pas être dans la toute-puissance toute sa vie. et c'est terrible de ne pas être dans la toute-puissance de son propre corps. Non, justement, ça apprend à vivre. Ça apprend à vivre. Donc vous êtes dans la renaissance, pas seulement d'avoir recommencé à marcher, mais vous avez pris une nouvelle habitude de vivre. Mais je suis bien obligé. Oui. Contrainte et forcée, mais je le fais. Et j'accepte aussi que les gens me téléphonent quand ils en ont envie. J'appelle beaucoup moins. Que les gens viennent me voir quand ils sont disponibles. Et quand ils ne le sont pas, c'est pas mon problème, c'est le leur. Et je l'accepte. C'est la vie. Vous chantez. Maintenant, vous m'avez dit que vous chantez parfois, vous avez des chansons dans la tête. Je fredonne, je ne chante pas. Quelle chanson vous tient à cœur? Écoutez, j'écoute beaucoup en ce moment HK, Oui, les Saltimbanques. oui, oui. J'aime beaucoup le groupe qu'ils forment, qui est aussi un groupe dans la marge d'ailleurs. C'est pas hasard. Les gens d'autoroute, je ne les rencontre pas, je vous l'ai déjà dit, je crois. Et puis je ne veux pas vous chanter, mais je vais vous dire 2-3 lignes. Le début de notre monde. Nous bâtissons demain, puisqu'aujourd'hui est une impasse. C'est la fin de notre monde, le voilà qui chancelle. N'attendons pas qu'il tombe pour voler de nos propres ailes. Le plus beau voyage, un aller sans retour, sans larmes et sans bagages, sans errance et sans détour, à l'heure du grand départ, délaissés de nos peurs, voyez dans nos regards ce que racontent nos cœurs. C'est très beau. Et ça continue comme ça. Et je l'ai mis sur mon mur, et ceux qui veulent l'écouter peuvent l'écouter sur YouTube. C'est formidable. Pierrette, qu'est-ce que vous direz pour la fin? Vive la vie. Chaim. Vous m'étonnerez toujours, vraiment. Je suis très émue de vous voir parce que je sais qu'à côté, on ne l'a pas dit, mais il y a un petit sac où il y a des Kleenex, au cas où. Au cas où, vous m'avez dit où je pleurerais, mais heureusement, vous auriez pu pleurer, c'est pas le sujet. Je retrouve une femme pimpante, peut-être pour, comme vous avez dit, que vous avez un peu remis la machine en marche complètement. J'ai remis la machine en marche ce matin Voilà. avec l'aide adorable de ma femme de ménage. Oui. Et vive la vie. Chaim. Ouais. À votre santé à tous. Et à la vôtre, Pierrette. Vraiment. Merci, et nous sommes merci. très, très heureux et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Parce que moi aussi, si je n'avais pas pu venir aujourd'hui pour une raison ou une autre, j'en serais, je sais pas, je me serais sentie en train de vous trahir. Bon, bah, je voulais remercier tous ceux qui regarderont. Oui. Je les salue. Je sais qu'il y a des gens aussi qui sont dans la peine. Je pense à eux. Et je leur dis pas courage. Je leur dis vive la vie. Vive la vie. Merci beaucoup, beaucoup, Pierrette Epstein. Un grand merci. Vraiment. C'est une
nous prenons quand même une... C'est pas une leçon, il n'y a pas de leçon à prendre. Mais Non, nous non, avons pas de leçon, à chaque s'il vous fois, plaît. quelque part, quand Une quelqu'un... transmission. Une transmission. Et puis quelque part, une claque aussi. Parce que tout le monde... Il y a des gens qui sont passés un peu par là ou pas, mais vous nous racontez les choses avec une sorte de... On dirait, vous l'avez vécu et en même temps, c'est comme si vous nous racontiez une nouvelle. Alors, c'est pas une claque, c'est un... C'est Une stupeur. une lutte à fleuret moucheté. C'est joli. C'est joli. Merci beaucoup, beaucoup. Un grand merci, Pierrette. Chaque minute, chaque seconde, amener le vagabond, contaminant la terre entière.